Et je vais introduire, si je puis dire, mon collègue et ami, le général François Ponce, qui est chirurgien thoracique et vasculaire. C'est comme ça que l'on dit. Thoracique et viscéral, pardon. Alors donc, vous voyez, et qui va nous présenter donc l'intérêt de la technologie SimLife dans l'enseignement de la chirurgie de damage control pour chirurgiens militaires et civils. Mon cher François, bienvenue à nouveau à l'Académie, puisque François Ponce est membre titulaire de l'Académie nationale de chirurgie. Mon général, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. On a beaucoup parlé de formation. Je vais vous parler d'un moyen d'aider à cette formation de damage control chirurgical qui n'est pas toujours très facile. Alors je suis un peu désolé, j'avais prévu 20 minutes, donc je vais raccourcir pour faire 15 minutes, mais les introductions ont déjà été faites par les orateurs précédents. Donc damage control, je ne reviens pas dessus, tout le monde sait ce que c'est. Je rappelle que c'est un concept global maintenant, autrefois ça n'était que chirurgical, avec une partie damage control ressuscitation. C'est tout ce qu'on fait pour lutter contre l'aide létale, de la relève du blessé jusqu'au bloc opératoire. Et la partie qui nous intéresse, c'est le damage control chirurgical, qui est une tactique chirurgicale faisant appel à des techniques, mais intervenant dans plusieurs spécialités. Je rappelle également que le damage control se fait pour les blessés hémorragiques instables, mais il se fait aussi dans le cadre de triage de l'afflux de blessés, où là on fera du damage control, non pas pour sauver le blessé, mais pour en opérer le plus possible. Donc on fera une tactique courte. Les principes sont simples. Ce qui nous intéresse, c'est le premier temps. Le deuxième temps chirurgical qui se fera 24-72 heures après, il peut très bien être fait, il doit être fait si possible par les chirurgiens de la spécialité. Donc ce qui nous intéresse, c'est la formation au premier temps chirurgical avec 2 maîtres mots, rapide. Tout doit être fait en moins de 60 minutes, quel que soit le type de lésion et le nombre de lésions, et partiel. On arrête l'hémorragie, on arrête la contamination, on ne cherche pas à tout réparer. Alors, qui faut-il former? Je passerai rapidement, ça a été évoqué. Bien sûr, tous les chirurgiens militaires. Les chirurgiens civils, est-ce qu'ils pourraient tous les former? C'est la question de l'attentat. Si un attentat dans une petite ville, on peut imaginer que 2 chirurgiens civils qui ne font jamais d'urgence soient confrontés au problème d'un damage control. Et bien entendu, formation initiale et continue. Qu'est-ce qu'il faut enseigner? Une tactique et une prise de décision. Et en urgence, la prise de décision, on n'a pas le temps de faire une RCP. Si on n'a pas réfléchi avant, on ne prendra pas forcément la bonne décision si on n'a pas réfléchi. Et enfin, un certain nombre de gestes que je vous mets là, qui relèvent de toutes les spécialités. Aucun n'est extrêmement compliqué quand on est de la spécialité, mais savoir faire tous ces gestes n'est pas forcément évident. Alors comment l'enseigner? Ça a été évoqué. Pour enseigner, il y a toujours 3 choses. Les cours théoriques et les cas cliniques retour expérience. Les cas cliniques retour expérience sont particulièrement importants parce que c'est à partir de ces cas cliniques, en particulier de lésions multiples, qu'on peut décider d'une stratégie. Les stages hospitaliers qui sont bien sûr l'idéal, dans lequel on apprend les gestes de chirurgie réglée. Et il est fondamental de connaître les gestes de chirurgie réglée, puisque un chirurgien viscéraliste qui sait très bien faire des transplantations, des prélèvements et de la chirurgie carcinologique lourde, il sera à l'aise en chirurgie viscérale. Mais il sera peut-être pas à l'aise pour entrer en thorax, puisque c'est le problème de la filarisation. Par ailleurs, il y a de plus en plus, on l'a dit, de vidéochirurgie, de robotique. L'idéal, c'est bien entendu la chirurgie d'urgence traumatologique, mais comme on l'a dit, il n'y a pas tant que ça, y compris un trauma sanitaire, de thoracotomie, de la parodie d'hémostase sur des patients instables, d'autant qu'on a parfois des traitements non opératoires. Enfin, dans ce type de patient, on va généralement très vite et on n'a pas toujours le temps de bien enseigner aux chirurgiens, aux jeunes chirurgiens. D'où l'importance de la simulation ayant 3 piliers, les modèles synthétiques, les réacteurs biologiques et le sujet anatomique, qu'il soit statique ou dynamique. Je passe rapidement sur le modèle synthétique simulation et on a d'excellents. Vous voyez ici des modèles que j'avais vus au centre de simulation de l'armée américaine à Washington, des modèles pour faire les abords carotidiens, la carotide étant bien entendu perfusée, etc., pour faire un abord d'artère axillaire. L'inconvénient de ces modèles, c'est qu'ils sont à usage unique, ils coûtent de 800 à 1000 $. Donc effectivement, ça revient relativement cher. On a des modèles plus simples pour la chirurgie vasculaire qui permettent de bien apprendre la technique chirurgie vasculaire. Il existe d'autres modèles, parfois compliqués également, pour les fasciotomies. Fasciotomie peut se faire sur ce type de modèle également à usage unique, ou alors à l'inverse, des modèles extrêmement simples, comme l'utilisait le professeur Régal pour mettre en place des fixateurs externes au Gabon, où à partir d'une barre, on apprend à mettre des fixateurs externes. Alors, est-ce qu'il y a des modèles satisfaisants pour le thorax et l'abdomen? Il y en a quelques-uns. Pour le drainage pleural, il y a de bons modèles. Pour la thoracotomie, la parodie de damage control, un certain nombre de modèles ont été créés. Ils ont tous l'inconvénient d'être très chers, parce qu'il faut changer les organes chaque fois qu'on les utilise, et quand même très peu réalistes par rapport à un vrai abdomen ou un vrai thorax. Donc peut-être que c'est l'avenir, mais nous n'y sommes pas encore.
Le deuxième élément sont les réacteurs biologiques. À mon avis, c'est tout à fait fondamental pour apprendre la chirurgie d'urgence d'utiliser au moins un moment ces réacteurs biologiques. L'avantage, bien sûr, c'est que c'est une vraie hémorragie, c'est qu'il y a des vraies pulsations au niveau du cœur et des artères et que la consistance des tissus, même si ce n'est pas toujours le cas, est à peu près voisine de celle qu'on a sur l'homme. L'inconvénient, c'est pas la même anatomie et surtout, dans l'avenir, est-ce qu'on pourra toujours utiliser des réacteurs biologiques? Dans certains pays, ça devient de plus en plus difficile. Les sujets anatomiques statiques qui sont l'ancêtre de la stimulation, on connaît tous l'intérêt de ces sujets pour les abords vasculaires, pour la chirurgie au niveau des membres et des os. En revanche, on est souvent déçu au niveau du thorax et de l'abdomen parce que les organes sont collés, parce que l'aspect et la consistance ne sont pas les mêmes. C'est bien pour certains gestes comme apprendre la thoracotomie, une clamshell pour faire un packing pelvien, c'est décevant pour les autres gestes. Donc je passerai rapidement sur le cahier des charges de la formation de la parotomie et thoracotomie hémostase, puisque c'est ça qui est le plus difficile à enseigner. Il faut savoir s'exposer dans l'abdomen un thorax rempli de sang, il n'y a pas beaucoup d'équivalents. Il faut savoir reconnaître l'hémorragie, il faut appliquer différentes techniques d'hémostase. D'où l'intérêt des sujets anatomiques dynamiques. Le principe, c'est simple, c'est un corps donné à la science qui est ventilé et qui est perfusé. La perfusion peut se faire selon un système par différents types de canules artérielles ou veineuses. Le point important, c'est le liquide avec lequel on va perfuser. Il faut qu'il soit si possible rouge et il faut qu'il reste quand même dans le réseau vasculaire qui n'est pas toujours de très bonne qualité et qui sinon on a un œdème très important. Je vous montre divers systèmes qui ont été faits surtout aux États-Unis. Je vous montre un système, on avait fait une réunion avec le service santé de l'armée allemande où on avait comparé 4 systèmes de cadavres ventilés perfusés. Vous voyez ici un système américain qui est quand même un peu surprenant par la couleur qu'ont très rapidement les organes. D'une part, c'est quand même pas très joli, et d'autre part, on ne reconnaît plus tellement les plans anatomiques, donc c'est pas un très bon système parce que le liquide est difficile à mettre en place. D'où l'intérêt du modèle SimLife. Le modèle SimLife a été présenté, un modèle donc créé à l'université de Poitiers et qui a été présenté à l'Académie plusieurs fois par Jean-Pierre Richer, qui a été créé au départ par Jean-Pierre Faure et Cyril Breck. C'est un modèle de sujet ventilé et perfusé. Le principe en est assez simple, mais assez compliqué. Lorsqu'on reçoit le corps, il faut le préparer en le vidant de tout son sang, puis le réfrigérer. Et le jour où on va utiliser ce corps, il faut le mettre en place plusieurs heures avant l'enseignement, mettre en place des canules au niveau jugulaire et carotidien, au niveau fémoral, une sonde d'intubation et relier le patient à un système. Ce système que vous voyez là, ça permet à celui qui est derrière l'ordinateur de régler la ventilation, la pression de perfusion, la fréquence de perfusion, etc. Je vous montre quelques exemples rapidement. Ici, la mise en place d'un drain pleural, vous voyez que ça coule immédiatement et que si l'interne a oublié, comme c'est souvent le cas, de mettre une pince sur le drain, il en reçoit sur les pieds immédiatement. Ici, vous voyez une thoracotomie antérolatérale de ressuscitation, donc thoracotomie latérale gauche, faite par un non-chirurgien thoracique, donc qui élabore peut-être pas dans la position idéale, mais enfin, il fait sa thoracotomie. Et vous voyez qu'il y a immédiatement beaucoup de liquide, parce que contrairement à ce système de SimLife a été utilisé en chirurgie réglée, en particulier pour ébrèvement multi-organes, pour la cystoscopie et la thérocoscopie. Un des inconvénients qu'il a, c'est cet œdème qu'il y a parfois. Pour la traumatologie, c'est très intéressant. Si vous remplissez bien le sujet avant le geste, vous allez avoir un hémopéritoine et un hémothorax. Ici, vous voyez en haut un bithoracotomie, un clamshell sur un cadavre sec. Vous voyez que c'est quand même pas tout à fait satisfaisant. Vous voyez en bas une ventilation du poumon sur un cadavre ventilé. Le poumon a une structure quasiment identique à celle d'un vrai poumon. Il ventile et il s'agène le jeune chirurgien. Il faut qu'il apprenne à s'exposer malgré le poumon ou à demander à l'anesthésiste d'arrêter de ventiler pour pouvoir exposer l'aorte descendante ou explorer la partie postérieure. S'il fait un trou dans le poumon, ça bulle et il faudra donc faire à ce moment-là une pneumostase et une réparation. Ici, vous voyez donc le temps d'ouverture du péricarde par une thoracotomie antérolatérale. Là aussi, le péricarde est plein de liquide. Il faut donc aspirer et faire l'incision, si possible dans le bon sens, pour ouvrir le péricarde. Je passe rapidement. L'instructeur fera donc des plaies du cœur, plaies de la veine cave inférieure, plaies des artères, sans prévenir bien entendu l'élève, et qui doit se débrouiller pour faire l'hémostase provisoire de la réparation. Vous voyez ici donc l'obturation au doigt et ensuite la mise en place d'un point. On peut faire autant de trous qu'on veut, pour peu qu'il soit bien réparé, et ça permet quand même d'enseigner beaucoup, toujours bien entendu, sans prévenir l'élève, et qui va se débrouiller pour essayer de faire l'hémostase provisoire, mettre en place en l'occurrence une sonde de Foley, comme on dit qu'il faut le faire, mais ça ne marche pas si le ballonnet n'est pas à l'intérieur, donc c'est quand même assez proche de la réalité. Au niveau de l'abdomen, c'est également très intéressant parce qu'on les fait rentrer dans un abdomen qui est plein de sang et donc il faut qu'ils s'exposent, qu'ils éviscèrent, qu'ils mettent en place les champs dans les 5 cadrans, etc., comme ils le feraient en réalité. Donc vous voyez ici donc l'exposition.
Et vous voyez ici donc le premier temps d'une splénectomie. Vous voyez que la consistance du grêle est très proche de la consistance du grêle d'un vrai sujet. Et donc on voit très bien pour les jeunes chirurgiens s'ils savent s'exposer, s'ils savent mettre le grêle de côté, s'ils savent exposer la race. Et pour eux, c'est quand même très formateur. Si le nœud n'est pas bon sur le pédicule splénique, ça lâche et ça remplit le champ opératoire. Au niveau vasculaire, ça demande une organisation un peu particulière parce qu'il faut recanuler le sujet, le corps en fonction de ce qu'on doit en faire, mais on peut à ce moment-là aborder soit les artères du cou, soit les artères des membres. Vous voyez ici donc la plaie qui est faite au niveau de la carotide, ici une plaie au niveau de la jugulaire, et donc là, il faut mettre le doigt, il faut réparer comme dans la réalité. Et à droite, vous avez un large abord de l'artère poplitée avec une mise en place d'un shunt. On leur apprend essentiellement à mettre des shunts ou à faire des réparations simples, pas le pontage qui ne fait pas partie d'un match contrôle. Alors pour résumer, j'ai fait ce premier module expérimental en 2017 dans le cadre de Cachirmex. Depuis, on a fait 3 modules pour les chirurgiens militaires, sur les chirurgiens militaires. On a fait également à Poitiers des modules pour les chirurgiens civils, un de 1 jour qui était destiné aux chirurgiens viscéralistes de la Pitié-Salpêtrière qui voulaient apprendre l'abord thoracique, qui ont fait d'ailleurs aussi avec intérêt l'abord abdominal, mais qui venaient là pour apprendre l'abord thoracique. On a fait également 2 modules de 2 jours pour des chirurgiens de la région Aquitaine, internes chez des cliniques seniors de toute spécialité. C'est très bien de mélanger dans un même enseignement des chirurgiens de spécialités différentes et des jeunes chirurgiens et des anciens chirurgiens, ça permet d'échanger. Et enfin, récemment, on a fait une formation pour des chirurgiens libyens dans le cadre du ministère des Affaires étrangères, qui est intéressante, alors sur 4 jours parce qu'il y avait le problème de la langue, mais parce que ça permettait de faire une formation à des chirurgiens de niveau complètement différent, certains très expérimentés, d'autres très débutants, mais qui avaient tous une très grosse expérience forcément de la traumatologie dans les conditions difficiles. Donc c'était un cours très intéressant. Alors à l'issue de ces cours, on va donc essayer de faire une protocolisation. Ça n'a pas été évident de savoir dans quel ordre il fallait faire les gestes pour être le plus efficace possible. Donc maintenant, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il faut un sujet pour 2 élèves, éventuellement 3, et qu'il faut, si possible, surtout si ce sont des jeunes chirurgiens, un enseignant par sujet. La séquence des gestes, je me suis tâté un moment entre la parotomie première et la thoracotomie première. Il vaut mieux faire la parotomie première parce qu'après thoracotomie première, on est inondé par tout le liquide qui vient du thorax. Mais ça, c'est bon. Et il faut surtout suivre ensuite, dans le deuxième temps, on peut faire en fonction des gens qu'on enseigne, le vasculaire, et on termine par l'orthopédie, où on peut utiliser le même sujet pour mettre des fixateurs externes, faire des fasciotomies, etc. Donc, et comme toujours, lorsqu'on fait un enseignement sur le sujet, il est très important que les élèves respectent parfaitement l'ordre qu'on leur donne. Donc c'est pour ça que ça c'est affiché dans la salle où on fait l'enseignement. Ils doivent faire les gestes au niveau de l'abdomen et du thorax dans cet ordre, en orange ce qu'il faut absolument faire, en blanc ce qu'on peut faire si on a un peu de temps. Et ceci est tout à fait fondamental pour utiliser au mieux le corps, puisque ces corps sont des corps donnés à la science, il est donc important de les respecter, et une des manières de les respecter, c'est d'utiliser au mieux pour faire le maximum de gestes. Enfin, ce qui est également intéressant, c'est qu'on peut adapter la ventilation et la perfusion en fonction des gestes qu'on peut faire. Par exemple, pour la perfusion, on perfuse de manière importante avant l'ouverture de la parotomie pour que la cavité soit pleine. Quand ils font les temps d'exposition, de dissection, type manœuvre de cathète, le matox, etc., on gonfle moins pour qu'ils voient bien ce temps de dissection. En revanche, quand l'instructeur va faire un trou dans la veine cave ou dans l'artère, on remonte la pression pour qu'il y ait une bonne pression au niveau du vaisseau. Alors bien entendu se pose la question, comme toujours, de l'évaluation. On fait systématiquement une évaluation du cours par les élèves, 90% sont satisfaits. Ceux qui ne le sont pas, c'est un des problèmes, bien entendu, c'est l'état du corps. Si en particulier le patient a déjà eu une thoracotomie, enfin le sujet a déjà subi une thoracotomie ou une laparotomie, c'est quand même plus difficile d'enseigner dessus. On fait l'évaluation des élèves par un questionnaire, et c'est la question, je dirais, itérative de l'évaluation des compétences. Comment peut-on évaluer les compétences? À mon avis, l'instructeur, si c'est un chirurgien expérimenté, peut déjà assez facilement juger un jeune chirurgien quand on le voit à l'œuvre sur ce type de sujet. Mais on a essayé de mettre en place des échelles d'évaluation. C'était l'objet d'une thèse faite par une jeune chirurgienne de Poitiers, de mettre en place, selon les procédures classiques de simulation, des échelles d'évaluation. Je vous en montre quelques-unes qu'elle a mises au point en faisant appel à un panel d'experts. Donc de manière à essayer pour chaque grande procédure de noter de 1 à 2 si le geste est fait ou pas bien fait, et à la fin d'essayer d'avoir une évaluation qui serait objective du chirurgien.
Donc l'intérêt pour moi, c'est un très bon modèle pour apprendre à s'exposer dans l'abdomen, un thorax rempli de sang, pour faire le manœuvre d'exposition. C'est un très bon modèle pour les différentes techniques d'émaussage que vous avez citées là, du cœur, du poumon, splénectomie, néphrectomie, etc. C'est peut-être plus aléatoire pour reconnaître et stopper provisoirement une hémorragie, d'où l'intérêt, ce serait peut-être de faire une plaie avant d'ouvrir le sujet. On a essayé de le faire pour les plaies du cœur, on les fait au bistouri avant, c'est plus ou moins efficace, et on se pose la question de faire une plaie abdominale par célioscopie, plaie d'artère splénique, plaie d'une artère, et de faire ouvrir l'étudiant après, en sachant que le risque quand même, c'est peut-être de compromettre l'efficacité de l'enseignement. L'avenir pour l'utilisation de ce modèle SimLife, il sera utilisé, je parle sous contrôle du titulaire de la chaire Paul Ballandreau, mais il constitue maintenant le 7e module du cours Cachirmex, et c'est le dernier module qu'ils font, après avoir fait des modules sur sujet anatomique sec, sur réacteur biologique. Le dernier sera une formation sur ces sujets SimLife. Et je rappelle, comme ça a été dit, qu'au niveau de Cachirmex, on peut recevoir des réservistes, on pouvait même recevoir jadis des civils, mais c'est très compliqué sur le plan administratif, mais c'est quand même, ça peut être possible. Inversement, au niveau des civils, ça peut être utilisé dans le cadre de la FST dont on nous a parlé, ou d'autres cours qui sont faits en fonction des besoins. Et je rappelle bien entendu, ça a été dit, que pour quelque chose qui appartient à la résidence de la nation, qui est la formation des chirurgiens à ce type de chirurgie, la collaboration complète en civil et militaire paraît évidente, et c'est ce qui se fait actuellement. Alors pour conclure, je pense qu'il faut quand même rappeler qu'il y a au moins un domaine où il faut rester polyvalent, c'est l'urgence, en tout cas l'urgence hémorragique. On ne peut pas se permettre d'être hyper spécialisé. La simulation est un bon moyen de pallier les inconvénients qu'on peut avoir, et le système SimLife est à mon avis un excellent moyen pour les gestes thoraciques et abdominaux. Il est également intéressant pour les gestes vasculaires, un peu moins néanmoins, puisque pour les vasculaires, il existe de nombreux modèles qui sont perfectibles. Je vous remercie de votre attention. Merci monsieur le médecin général, merci mon cher François. Je vous en prie, vous donnez le micro à notre collègue. Je vais te donner le mien. Tiens, Georges. C'est d'abord notre ex-collègue militaire. Voilà. François, je vous remercie de cette prestation et de nous avoir exposé une façon d'enseigner qui est tout à fait remarquable et dont nous ne disposions pas. J'ai une petite question à vous poser. Quelle est d'abord la disponibilité des sujets? Parce que je pense qu'actuellement, ça n'est quand même pas quelque chose d'aussi facile que ça. Deuxièmement, c'est quel est le prix de revient d'une procédure en elle-même? Et troisièmement, est-ce que votre procédé fait l'objet ou peut faire l'objet d'un dépôt de brevet? Oui, alors pour la dernière question, c'est Jean-Pierre Richer répondrait beaucoup mieux que moi à ces questions. Le brevet a été déposé, c'est Jean-Pierre Richer et le laboratoire d'anatomie de Poitiers qui l'ont fait, et ils ont commercialisé, ils ont ce petit module qui est commercialisé, qui a, je crois, été acquis par certaines facultés en France. Ce qui répond à votre première question, c'est la disponibilité des sujets. Bien entendu, Poitiers ne peut pas faire l'ensemble de la formation de la France. D'où l'intérêt de délocaliser ce système et de le faire dans différents labos d'anatomie. Ça s'est fait, je crois qu'à Lyon, c'était en pourparlers, je ne sais pas si ça s'est fait, mais enfin, il y a différents endroits à se faire. La disponibilité des sujets, alors c'est un vaste sujet, si j'ose dire, puisque actuellement on a eu des échos dans la presse, mais le sujet, il faut qu'il soit préparé quand il soit reçu. C'est pour ça que quand ils vont faire des cours dans d'autres facultés, ils sont parfois un peu hésitants parce qu'ils ne savent pas s'ils ont été préparés comme ils l'auraient souhaité à la réception. Mais après, je vous dis, en dehors du fait que malheureusement il y a un certain nombre de sujets qui ont eu des thoracotomies et la parotomie, ça fait une sélection. La parotomie, ça passe, et à la limite ça augmente la difficulté, mais ça peut être aussi en pratique réelle. La thoracotomie préalable, là c'est impossible de faire quoi que ce soit dedans. Voilà, et votre dernière question, monsieur, c'était l'argent. Alors au point de vue prix, le prix, enfin là je parle en tant qu'ancien titulaire de chaire, quand on a payé pour un certain nombre de sujets, ça n'augmente pas énormément le prix du sujet, et ça reste dans des, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais ça ne sera pas plus de 2000 € le sujet. Quand on voit le nombre de gestes qu'on peut faire dessus, et il faut former 2 ou 3 élèves, à côté des modèles de simulation qui coûtent une fortune, on est très largement au-dessous.
Pascal. Non, je voulais simplement te féliciter, cher François, pour cette présentation remarquable et très convaincante. La question que je voulais te poser sur le prix a été posée, donc je n'ai plus rien à dire. Très bien. Une autre question. Voilà. Juste les questions sur le prix. Je voudrais vous rajouter quelque chose qui ne ressort pas, que vous n'avez pas dit, mais que je sais que vous le pensez. Quand on a vu les cadavres nord-américains, quand on a vu les modèles biologiques, ce qui est extraordinaire aussi dans l'idée qu'a eu Richer, c'est que je crois qu'on reconstitue, et je crois qu'il faut vraiment insister, véritablement une salle d'op. C'est-à-dire à la limite, on se lave les mains, on s'habille, on fait les précautions d'asepsie, on est dans une ambiance bien particulière. Il faut vraiment que l'élève qui travaille essaye d'oublier que c'est un cadavre. Et ça, je crois que c'est une chose qui ressort, et c'est la seule chose, parce que tout ce qui est en plastique, on n'arrive jamais à créer ce climat de tension qu'on peut avoir en salle d'opération. Et c'est une des qualités essentielles également de ce modèle. Monsieur. Oui, merci beaucoup. J'ai l'impression d'être plus intelligent quand je vous écoute. Donc, non, je voulais simplement poser 2 questions. C'est qu'en est-il de la neurochirurgie et de l'enfant ? Alors, pour la neurochirurgie, je ne voulais pas montrer, parce que on en a parlé tout à l'heure, j'ai mis à un moment donné lésions crâniennes point d'interrogation. C'est un excellent modèle, semble-t-il, pour quand on fait une craniectomie, vous avez un cerveau qui sort après la craniectomie, comme ça arrive en chirurgie réelle. Donc les neurochirurgiens sont très intéressés. Je ne suis pas très compétent pour parler de ce sujet. Nous, on apprend à nos élèves militaires la craniectomie. Est-ce qu'il faut leur apprendre la craniectomie sur un cadavre antiperfusé ? Pas forcément, mais ça intéresse beaucoup les neurochirurgiens. Votre autre question, c'était... Chez l'enfant, c'est le vaste problème de damage control chez l'enfant, qui est un problème difficile. Alors, il y a même eu des cours de damage control, mais qui ont été faits, je ne sais plus dans quelle université, c'était pas à Poitiers, en utilisant ce système, mais sur des cadavres adultes. Et bien entendu, on ne peut pas imaginer de faire ça sur des sujets d'enfants. Et la question de damage control chez l'enfant est un sujet très compliqué, qui malheureusement est souvent résolu par le fait que les enfants survivent rarement à un gros trauma hémorragique, et donc il n'y a finalement pas tant d'indications que ça, un damage control chirurgical chez un enfant. Monsieur le vice-président. Comment informez-vous et motivez-vous les chirurgiens civils à cette formation ? Parce que vous ne pouvez pas couvrir tout le territoire. Vous êtes d'excellents chirurgiens militaires, mais vous ne pouvez pas couvrir tout le territoire. Comment est-ce que vous arrivez à les motiver et à les former ? Là, c'est pas moi, là, c'était fait au niveau de l'université de Poitiers, et je pense dans le cadre de l'ARS Aquitaine, les 2 formations qu'on a fait étaient des chirurgiens qui venaient de l'ensemble de l'ARS Aquitaine. Tu étais venu d'ailleurs comme enseignant à une de ces formations. Mais c'est au niveau à mon avis, c'est au niveau de l'ARS. Si l'ARS veut faire un cours sur le damage control, il y en a eu tout un tas d'ailleurs qui ont été faits, hein. Mais s'il veut bénéficier de ce système, il faut s'adresser à Poitiers. Qui peut ? Ils ont fait récemment une formation au laboratoire d'anatomie à Paris, où ils ont amené leur système pour faire cette formation. Donc ils peuvent délocaliser. L'idéal, à mon sens, ce serait que certains laboratoires d'anatomie s'équipent de ce système. Oui, pas possible de mais je ne parle pas seulement du SimLife, je parle de l'information de l'ensemble des chirurgiens civils à une formation au damage control et à la chirurgie d'urgence. Ça relève des agences régionales de santé, j'imagine. Nous, on poursuit les sessions d'enseignement qui nous avaient été demandées de faire. Prenez un micro parce que c'est... Comme vous le savez, la séance est enregistrée et passe en vidéo sur... Nous, on poursuit les enseignements qui nous avaient été demandés de faire quand on avait fait la réunion à Paris en 2015 après les attentats, et on continue, on fait 1 à 2 sessions en Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux, et on continue à avoir de la demande, et tout le monde n'y est pas allé, puisque là, on va avoir les journées France-Afrique à Bordeaux, et il y a les cliniques qui nous ont demandé, oh là là, mais ils sont venus catastropher pour qu'on organise une séance en urgence. Donc effectivement, je ne suis pas étonné de voir que les 17% dont tu sais éteint. Oui, je vous en prie. Je faisais un peu le lien avec la présentation d'Emmanuel Ornez. Actuellement, la majorité des chirurgiens formés aux techniques de trauma le sont par le biais du DU de traumato, dont nous sommes quasiment tous des enseignants et qui est coordonné par Vincent Dubuisson. Notre session pratique de Lyon, elle se fait sur 6 sujets anatomiques. Est-ce qu'on rêve d'appliquer SimLife au DU de trauma, mais en dehors du coup que ça entraîne, il y a des problèmes de logistique, et pour former comme ça un nombre plus important de chirurgiens, ça nécessite un nombre de postes plus important. Est-ce qu'il y a une solution envisageable pour ce problème technique ?
À mon avis, alors là c'est pareil, Jean-Pierre Richer parlerait mieux que moi, c'est l'acquisition de ces modules, que le laboratoire d'anatomie peut acquérir un ou deux modules. Ils peuvent se déplacer avec les modules, qui sont relativement faciles à transporter, donc si c'est de manière très ponctuelle, ils peuvent venir, ils l'ont fait à Paris, ils avaient amené je crois 5 ou 6 modules, me semble-t-il, donc c'est possible. Si c'est quelque chose qui doit être très régulier, le plus simple c'est peut-être d'acquérir un module et d'acquérir l'expertise qui va avec, au niveau des techniciens, de la préparation du sujet, etc. Oui. Alors, je peux répondre en partie parce que l'an dernier on a eu le module au mois de juillet à Lyon pour faire un essai, donc un certain nombre de chirurgiens ont essayé pour voir si la faculté pouvait l'acheter. Actuellement j'ai eu Jean-Pierre Richer au téléphone. Il y a deux options, soit un module qu'ils ont actuellement qui permet de perfuser 6 cadavres, qui est un module à eux qu'ils arrivent à faire avec ça à Poitiers. Le module qu'ils sont en train d'essayer de commercialiser, c'est un module pour 2 cadavres et le prix de revient c'est à peu près 40 000 €. Alors on a à chaque fois les difficultés de nos facultés qui sont actuellement de ne pas avoir d'argent, c'est-à-dire qu'on nous demande de faire de la formation sans avoir les moyens derrière. C'est un peu le problème de la FST, d'ailleurs Paul ne l'a pas dit, mais on nous a demandé de faire cette FST à coût zéro. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on fasse effectivement des plateformes numériques, et quand on a parlé de faire de la simulation, on nous a dit écoutez, c'est bien, mais chacun va la faire dans son coin. Donc on sait bien que c'est un peu difficile de faire cette simulation dans son coin et de faire l'ensemble des choses. Alors il se trouve effectivement que grâce à la DGS, il y a effectivement quelques subsides qui vont pouvoir être... Ensuite, l'autre problème, c'est que de garder ce matériel, il faut avoir la compétence pour l'utiliser, effectivement, et puis ensuite il faudra l'optimiser, parce que à partir du moment où on va avoir 2, 3, 4 machines, par exemple à la faculté de Lyon, peut-être qu'il faut envisager que ces machines elles puissent tourner. Enfin, il faut qu'on réfléchisse au modèle économique pour pouvoir pas laisser ça sur... c'est très lourd aussi pour... alors c'est lourd pour Poitiers, mais ça serait lourd pour une ville comme Lyon de fournir les cadavres pour ses enseignements. Il faudrait que cette machine tourne plusieurs fois dans l'année, et là c'est toute la difficulté, justement. Plus d'autres questions? Merci François, on va reprendre la phrase, bravo. Et à titre personnel, étant ancien doyen, vous voyez, nul n'est parfait, je veux dire qu'il y a des actions, on m'a mené sur le plan, effectivement, comme vous l'avez dit, purement administratif, faire passer les messages au niveau des universités qui ont quand même encore un petit peu d'argent, mais il est certain que le modèle, on va dire, sur le plan docimologie qui a été présenté paraît être tout à fait novateur, parfait, il est évalué, on ne voit pas pourquoi il pourrait ne pas être diffusé. Alors il n'y a pas que les problèmes d'argent, vous savez, les problèmes d'argent, j'ai fait les travaux pratiques, il suffit aussi d'avoir une sereine volonté pour faire imposer les choses. Enfin c'est ce que je souhaite, et encore merci François d'avoir présenté ce travail qui sur le plan de la pédagogie me semble tout à fait extraordinaire. Et je te rends la parole pour présenter l'orateur suivant. Merci François.